Bonjour, je sais qu'on n'a pas été très communicant sur le projet jusqu'à présent. On a décidé de faire une vidéo de point d'étape pour vous expliquer où on en était. On est désolé, on est rentré en effet tunnel depuis lundi et j'ai essayé de protéger au maximum l'équipe parce que autant la collaboration c'est très cool, autant parfois on est plus efficace quand on est Focus. 4-5 focus. Euh, Là, l'objectif, ça va être de vous expliquer la totalité de notre projet et comment on l'a réalisé et pourquoi. Donc tout le monde est au courant, il y a Covid-19, c'est la catastrophe. Pour la plupart des gens, Covid-19, ce sera une grippe. Pour d'autres, ça peut entraîner des complications. Et la grande complication de Covid-19, c'est ce qu'on appelle le syndrome de détresse respiratoire aiguë. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les poumons sont attaqués par la maladie et qu'ils n'arrivent plus à gérer l'oxygène. Donc il y a plusieurs traitements. La première chose, c'est qu'on envoie en général plus d'oxygène que ce qu'il y en a, que les 23% contenus théoriquement dans l'air, mais surtout qu'on se retrouve assez rapidement à devoir à la place du patient, gérer sa respiration et donc faire ce qu'on appelle de la ventilation mécanique. Je vais revenir sur les différentes typologies de ventilation mécanique après. Euh, L'idée n'est pas du tout de dire qu'il faut paniquer parce qu'il n'y a pas assez de ventilateurs. On ne sait pas. On ne sait pas, et c'est pas l'ambition de cette vidéo de vous dire si on manque de ventilateurs ou si c'est quoi que ce soit. Nous, on se dit que quelque part dans le monde, il est possible qu'il y ait des problèmes de ventilateurs, et donc on va essayer de concevoir des ventilateurs spécifiques Covid-19, qui ne seront pas des ventilateurs professionnels. On est en train de parler de faire de la médecine de guerre ici, hein. Donc on fait avec les moyens du bord ce qu'on peut. On essaye de designer un ventilateur pas cher, facile à construire, Scalable. avec des objets du commun et scalable, de façon à ce que ce design fonctionne et qu'on puisse partager librement les plans avec tout le monde pour que la totalité des gens puissent créer le même ventilateur et l'adapter éventuellement à leur fourniture sur place. Parce qu'encore une fois, c'est compliqué, on n'a pas tous ce qu'on veut sous la main pour le construire, Surtout en période de confinement. surtout en période de confinement. On n'est pas les seuls à avoir voulu construire des ventilateurs, et notamment sur le net, il y a énormément de projets qui consistent à mécaniser ce qu'on appelle un embubag. Un embubag, c'est ça. Donc l'idée, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont essayé de faire des trucs où globalement, ils prennent cet embubag et ils le mécanisent, c'est-à-dire ils font la pression. Ouais. Il ne faut pas faire ça. Selon tous les réanimateurs auxquels on a parlé, il faut qu'on évite de faire ça. On a réussi à joindre avec le temps plusieurs réanimateurs et anesthésistes réanimateurs, des gens professionnels. Donc on va vous donner le cahier des charges qu'on a extrait, qui est globalement comment on traite le Covid-19. Encore une fois, nous, on n'est pas ingénieur biomédical à la base, on fait ça en plus, il est possible qu'on dise des conneries, on essaye de vulgariser les informations qu'on a réussi à glaner un peu partout. Il y a des réanimateurs qui ont bossé avec nous et on a réussi à mettre la main sur plusieurs documents de comment on règle un réanimateur. Je la fais très vite. Quand on fait de la ventilation mécanique, on prend en charge les poumons du patient à la place. Première typologie de ventilation, ce qu'on appelle la non invasive. Autrement dit, on Ouais, met un on met un masque. masque quand même. Le masque crachote de partout, c'est un peu le bordel, mais comme on fait de la surpression, ça finit par finir dans les poumons des gens. Ça, c'est pas, ça ne correspond pas à la typologie de ventilation qui correspond au problème des cas Covid-19. Deux, C'est ça dangereux. pose un énorme problème. En fait, en faisant ça, ça aérosole le virus partout. Et donc, le personnel soignant est impacté. Et donc, globalement, bah, tout le personnel soignant se retrouve contaminé, ce qui n'est pas du tout cool. Euh, donc du coup, l'idée c'est qu'on va faire ce qu'on appelle de la ventilation invasive. Invasive, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on met une sonde dans la trachée du patient, on gonfle un ballonnet, ça rend le système respiratoire du patient hermétique, et à partir de ce moment-là, la totalité de ce qui se passe chez le patient en fait est gérée par la machine. Ça, c'est les typologies de ventilation qu'il faut dans le cas du coronavirus. Je vais essayer de vous expliquer encore une fois sommairement les choses. La deuxième chose, c'est comprendre quand on fait une ventilation ce qui se passe. Si on passe vite fait là sur le graphe, globalement, quand vous ventilez, vous envoyez de la pression. Et ce qui va se passer, c'est que vous mettez plus de pression au moment de l'inspiration. Donc là, c'est la montée. Donc là, on met plein de pression. Là, il y a une légère blocage. Donc là, là, on met plein de pression, on appelle ça la pression de crête. Là, ça peut aller à 80-90 mm de mercure. C'est pas nécessairement très dangereux. Par contre, la pression qu'il y a juste après, qui est globalement les poumons sont pleins, c'est ça que ça veut dire. Ça, c'est ce qu'on appelle la pression de plateau. La pression de plateau, il ne faut pas qu'elle dépasse les 30 mm de mercure. Sinon, on commence à attaquer les poumons du patient et en fait, on lui file une pathologie qu'il aura après. Donc, on n'est pas enfin, on est contre-productif. Et après, la pression chute et les gens soufflent.
Ce qui se passe après, c'est que quand on respire normalement, comme nous, là, on n'a pas d'affection pulmonaire, en fait, il y a une pression négative, c'est-à-dire qu'on vide intégralement nos poumons, et ça se passe bien. Et si on fait de l'apnée, c'est encore plus, enfin, etc. Et on vide nos poumons. Dans le cas du Covid-19, on ne peut pas faire ça. On est obligé de faire ce qu'on appelle une pression expiratoire positive. Ça veut dire que même quand on a fini les poumons, on garde de la pression pour éviter que les poumons se ferment. Parce qu'en fait, il y a du mucus, des sécrétions, etc. Et en fait, les poumons se collapsent, et après, ils restent collés. Donc il ne faut surtout pas de pression négative. Ce qui fait dire qu'aussi le système de bague, il faut pas l'utiliser. Parce que si on a un système de bague, on va créer une pression négative. Donc il faut pas faire ça. Ça veut dire qu'il faut être capable de souffler en continu dans le patient, c'est juste qu'on fait varier l'intensité. À partir de ce moment-là, je vais vous donner les métriques que nous on a glanées. J'espère que c'est les bonnes. Globalement, on est à un système qui est le suivant. Ce qu'on design actuellement, c'est un ventilateur qui est uniquement adapté donc au syndrome de détresse respiratoire aigu provoqué par Covid-19. On est sur de la mécanisation, de la ventilation mécanique invasive, donc il y a une sonde. La deuxième chose, c'est qu'on est en circuit ouvert. Circuit ouvert, ça veut dire qu'on capte de l'air dans la pièce et qu'on le rejette dans la pièce en essayant de l'avoir filtré au maximum. On se dit qu'on essaiera au maximum de le filtrer encore plus dans une future version, mais globalement, on met des filtres à la sortie pour essayer de capturer les virus. Faire une circulation fermée, c'est très compliqué. Il faut mesurer le CO2, faut refaire des échanges gazeux en permanence. C'est très compliqué. Et même la plupart des ventilateurs professionnels du marché ne savent pas faire ça. Et c'est compliqué. Ensuite, il faut une pression inspiratoire capable de prendre 6 millilitres par kilo par minute. Je m'explique. Les gens, ils ont un poids, dites c'est un peu le poids de Théorique. forme. Un poids théorique, c'est un peu votre poids de forme. C'est-à-dire que moi, un homme comme moi, c'est censé faire 70 kilos. Je fais pas 70 kilos, tout le monde est au courant de ça. Mais moi, je suis censé faire 70 kilos. Ça veut dire que par minute, il va me falloir 6 millilitres fois 70. Ça veut dire que dans chaque volume qu'on va envoyer en inspiration, globalement, on va être entre 300 et 600 millilitres en fonction de la fréquence, en fonction de plein de choses. Mais c'est ça les tailles de bagues qu'on doit être capable d'envoyer aux gens. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la PEP, donc la PEP, c'est la pression expiratoire positive, elle doit être réglable par le médecin. Elle va être comprise entre 5 et 15 en fonction des cas, donc toujours millimètres de mercure. En fonction des cas, on va la programmer entre 5 et 15. La fréquence respiratoire, qui est un autre paramètre qui est absolument obligatoire à rendre visible par le médecin, c'est entre 15 et 35. Des fois 12 et 35, inspiration, cycle par minute. Ce qui permet en fait aux gens de respirer. Donc ça doit être réglable par le praticien. Ensuite, le rapport d'une inspiration et d'une expiration, il est d'1 pour 2. C'est-à-dire que le temps que vous mettez à inspirer, donc la pression d'inspiration, est la moitié du temps d'expiration. L'entrée doit être capable d'apporter de l'oxygène. Donc là, globalement, on met le tuyau devant nous, la source d'air, et globalement, on laisse l'équipe tourner la molette de la prise qui est dans le mur. Pour l'instant, on n'a pas la capacité de faire la dosage d'O2 en entrée-sortie. Encore une fois, on est en médecine de guerre. Et ensuite, on a une pression de plateau qui doit jamais dépasser 30 mm de mercure, encore une fois. Nous, on est en train de concevoir un appareil là-dedans qui est dit par pression contrôlée. C'est-à-dire que vous avez deux façons de concevoir votre ventilateur. Soit vous faites des volumes contrôlés, c'est-à-dire que vous garantissez les volumes que vous envoyez dans les poumons à un instant T. Soit vous faites de la pression contrôlée, c'est-à-dire que ce que vous garantissez, c'est le test des pressions de crête et de plateau, et essentiellement des pressions de plateau. Et donc là, vous affichez en fait vos différentes pressions, ce qui permet aux praticiens de Oui, gérer. on a un feedback de la pression relâchée par le patient, et à partir de ça, on va savoir combien il faut qu'on envoie. Et globalement, le praticien, lui, il va devoir être capable de changer le niveau de la PEP, le niveau du volume et le niveau de la fréquence. Si votre volume est plus relatif, c'est qu'on est en train de faire ce qu'on appelle de la pression contrôlée. Ça, c'est les specs qu'on a obtenus, c'est les specs sur lesquels on a travaillé pour essayer de définir notre modèle. Notre modèle, il fonctionne de la façon suivante, en fait.
On injecte en gros de l'air grâce à ce qu'on peut appeler un blower. C'est tout simplement un système qui va prendre de l'air ambiant, le compresser et l'injecter dans le système. Globalement, c'est le carter de votre turbo dans une voiture. Vous avez un carter designé, une hélice, et on va très très vite. Et c'est comme ça que ça va fonctionner. Et on va accélérer l'air et le mettre sous pression. À ce niveau-là, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise un moteur de drone. Oui, ça peut être un moteur d'essai, un moteur de drone, n'importe quel moteur qu'on peut trouver sur étagère. Des moteurs disponibles partout. On va mettre une hélice par-dessus et on va injecter de l'air sous pression dans le système. On peut également imaginer, par exemple, de trouver des moteurs ou des pompes disponibles sur le marché. Mais là, on vous a fait un système qui est directement prêt et qui est imprimable maintenant en 3D. Non, il n'est pas imprimable maintenant. On ne l'a pas encore testé. Il est en cours d'impression. Et on est en cours d'impression. Ensuite, on va rentrer dans notre premier, ce qu'on appelle le transistor à air. C'est la favorite expression. Ouais, mais ça marche vraiment comme un transistor. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'avoir un circuit d'air sur lequel on a une valve et on va pouvoir contrôler le flux d'air sur la valve. C'est-à-dire qu'on a à avoir d'un côté l'entrée de la pompe et cette entrée de la pompe, on va pouvoir l'envoyer soit vers le patient, soit vers l'extérieur. On va vous montrer un peu plus en détail comment ça marche. Dans le premier système, on va avoir le blower, donc la pompe, qui va directement envoyer l'air vers les poumons du patient. Donc là, on va injecter de l'air dans les poumons du patient. Ensuite, on va fermer les valves. Et ensuite, on va donc relâcher, on va garder de l'air dans les poumons du patient. Donc là, on est en plateau. Et pour éviter de fatiguer le moteur, on va ressortir l'air vers l'extérieur. Donc l'air du moteur, enfin l'air de la pompe, est sorti vers l'extérieur, vers l'air ambiant, pour protéger la pompe, tout simplement. En fait, l'idée, c'est qu'on ne va jamais arrêter ni faire varier le brawler. Parce qu'on ne veut pas. En fait, un moteur, ça n'aime pas les variations. Du coup, on lance à pleine balle. Et à partir de ce moment-là, on va juste faire de la gestion de pression. Mais lui, il est à pleine balle. Et donc, soit on lui fait envoyer l'air au poumon, soit on lui fait pas envoyer l'air au poumon. Tout simplement. Et donc, c'est extrêmement facile à gérer. On a un petit servomoteur au-dessus. Et il va derrière diriger le clapet vers la droite, vers la gauche ou au milieu pour fermer. Et donc, pour finir, on va prendre l'air des poumons du patient et le patient va tout simplement sortir vers l'air ambiant. Et cet air, on va le mesurer avec un capteur de pression. Et comme on est capable de garder une partie en fait de l'air, puisqu'en fait ça c'est un clapet, on peut garder une partie de l'air arrivant sous pression du brawler dans le circuit. Et globalement, ce qui se passe, c'est qu'au niveau des lungs, on a un capteur. Et donc, comme on a un capteur, on est capable de savoir à quelle pression on est. Globalement, figurez-vous le truc comme ça, vous avez le brawler, vous avez les deux vannes qui sont en série, le capteur à la fin, et le capteur, en fait, il est connecté, donc globalement, on a un Arduino au milieu qui va gérer, parce que c'est un composant électronique simple et du commun, et lui, il va gérer les deux servomoteurs, réécouter le capteur. On a également une clock, parce que ça c'est pour vérifier qu'on n'est pas en train de dériver, on met une clock pour s'assurer qu'on est bien, Ouais. et on va aller vers le LCD. Sur le LCD, on va pouvoir afficher les différents éléments de pression, et également les paramètres entrée. Et puis là, on l'a pas encore mis, mais tu as les boutons pour faire plus ou moins Ouais, globalement. globalement, c'est les très très praticiens. simple en fait. On est sur du matériel disponible chez tout le monde, d'électronique extrêmement simple. On a juste à créer des boîtes qui vont contrôler les flux d'air. Ces boîtes-là, elles sont connectées à un système électronique et c'est parti. Aujourd'hui, on en est où? On est en train de faire les impressions dans le labo. Globalement, on a commencé nos petits trous, nos servomoteurs, notre code. On a toutes ces petites choses-là qui arrivent. On a l'impression des boîtes en cours. Le projet dont on vous parle est cool. Néanmoins, il n'a pas encore été testé. C'est-à-dire qu'on a fini les designs d'une version 1. On est en train de rush
pour être capable d'assembler une première version et voir où est-ce qu'on en est, le mettre sur un mannequin d'anesthésie, vérifier que ça se passe comme prévu. Ensuite, il y a plein de choses à améliorer. Donc, on a tout mis sur le GitHub et on essaie de tout mettre en permanence sur notre GitHub. L'idée, elle n'est pas de dire, on n'est pas nécessairement les meilleurs makers, on n'a pas nécessairement les meilleurs designs, on est preneur d'idées. Pour l'instant, on a été très protecteur parce que entre obtenir des inputs de ce qu'il fallait faire et essayer de réaliser quelque chose plutôt que d'en parler et de faire du vent, c'était compliqué. Donc là, on est en train de rusher à fond pour essayer de faire une première version. Si la première version délivre les niveaux de pression qu'on veut pendant suffisamment longtemps, on vous dira alors, il est temps de produire cet appareil-là en masse. On va fournir plusieurs formulaires pour nous contacter. Le premier formulaire, c'est, je pense que, enfin, un formulaire de contact global, j'ai envie de bosser avec vous, mais essayez de ne pas l'utiliser au maximum parce qu'on essaie de trier au maximum. Le deuxième formulaire, c'est je suis un maker et à partir du moment où vous me dites que les plans sont bons, je peux commencer les impressions. Je suis un maker et je sais faire de l'électronique. Et à partir du moment où vous me dites que les plans sont bons, on peut commencer à sourcer les composants. Et comme il va falloir toujours un petit peu ajuster et bidouiller pour que ça fonctionne, ça va potentiellement être un problème. Ben oui, on a un problème de confinement aujourd'hui, donc il faut trouver des composants qui sont très simples, disponibles partout, et donc il va falloir adapter nécessairement de toute façon les composants en fonction des stocks et en fonction de vos dispos à vous. Euh, la troisième chose, c'est on est un service de réa et votre projet nous intéresse, on veut des updates. Donc là, vous nous lâchez un mail ou un téléphone et on vous tiendra au courant de où est-ce qu'on en est et si on arrive à trouver des makers là où vous êtes pour éventuellement faire en sorte qu'ils suivent nos plans et puissent concevoir ce qu'on est en train de, enfin, et puissent vous fabriquer ce qu'on est en train de fabriquer. Et donc en fait un formulaire global. Euh, Merci de votre attention, merci d'avoir regardé cette vidéo qui était factuellement longue. J'ai essayé de vulgariser. S'il y avait des médecins dans la salle, si ça se trouve, ils sont furax. J'ai peut-être très mal vulgarisé. On essaye d'être de bonne volonté. Il n'y a pas de compétition entre les projets. Il n'y a que de la bonne volonté. On a tous besoin d'aller plus vite. Faites-nous des feedbacks sur ce qu'on a créé. On a besoin de feedback. On prétend pas être des génies et ça n'a jamais été le point. On essaye juste de faire un modèle qui correspond au cahier des charges qu'on a réussi à valider globalement cet après-midi. Et j'espère que ça fonctionnera. Voilà. Merci beaucoup.